déclare la séance ouverte. J'ai les pouvoirs qui sont ceux de Madame Métain, ce qui donne pouvoir à Monsieur Malmassari, de Madame Baroness, qui donne pouvoir, qui a les pommes de frein, qui donne la pommes de frein. Mais comme elle a pu nous envoyer un message, elle s'est arrêtée, et voilà. Qui donne pouvoir donc Madame Baroness à Monsieur Pratola. Monsieur Jean-François Chalot, qui a fait une chute de ski, mais rassurez-vous, il va bien, qui donne pouvoir à Madame Juleca. Monsieur Debord qui donne pouvoir à Monsieur Mérignac, mais qui n'est pas là pour l'instant, donc... pardon. Voilà, donc Henri, je te présente mes excuses, tu es bien là. Merci. Madame Yek qui donne pouvoir à Madame Ribeiro, mais est-elle là, Madame Ribeiro? Là, peut-être que non, pas encore, donc je le mets sous le coude pour l'instant. Monsieur Hervillard qui donne pouvoir à notre serviteur, Monsieur Van Segro qui donne pouvoir à Madame Moreau, Monsieur Reyes qui donne pouvoir à Madame Aberkan-Joudani. Bon, oui, c'est les vacances, hein, il y a beaucoup d'absents. Monsieur Tafouro qui donne pouvoir à Monsieur Gastrin, et Madame Baudet qui donne pouvoir à Madame Mollereau. Et j'en ai terminé, donc voilà, il y a un seul défaut puisque Madame Ribeiro n'est pas encore arrivée, donc voilà, je garde pour moi pour l'instant ce pouvoir. J'ai comme d'habitude oublié de désigner notre secrétaire de séance préférée, qui si on accepte l'augure. Oui? Donc vous ne lassez pas de cette responsabilité? Ah! Écoutez, on va vous fournir ça. On va vous fournir ça avec le papier. Merci. Alors, premier sujet, donc, je propose que notre collègue soit désigné secrétaire de séance. Premier sujet à l'ordre du jour, donc, c'est l'approbation du procès-verbal du 28 janvier 2016. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des remarques concernant ce compte-rendu? Il n'y en a pas, je mets au point, y a-t-il... Ah pardon, c'est un bonjour. J'ai vu une lumière rouge allumée. La pugasse n'est pas comme l'état. Voilà, donc ça ne sera pas au compte-rendu, donc il n'y a pas de remarques. Donc je mets au voie, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, décision, compte-rendu des décisions du maire. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et puis, eh bien, nous passons directement, je dirais, parmi cette trivialité, au gros morceau de la soirée, qui porte sur le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2016. Monsieur Malmassari, vous avez la parole. Merci, M. Hubert. Donc, à partir de 2007, on appelle plus le débat d'orientation budgétaire, mais des rapports d'orientation budgétaire. Grosse modification. Donc, vous pouvez voir à l'écran. Donc, comme d'habitude, je vais les développer en trois aspects. Là, comme l'année dernière, un contexte national, un contexte communautaire, un contexte municipal, avec le fonds administratif et les prévisions du budget 2016. Alors, en contexte macroéconomique, c'est l'environnement macroéconomique. J'ai relu le doc de l'année dernière. À cette époque-ci, on était très, très pessimiste sur 2016, puisqu'on parlait de déflation. L'inflation avait atteint des niveaux très bas, historiques, elle était même négative en janvier 2015 en France. Donc si en 2016 tout n'est pas satisfaisant, loin de là, parce que la situation financière mondiale inspire encore bien des inquiétudes, nous avons un peu de croissance. Donc dans le scénario économique pris en compte dans le projet de loi de finances, pour 2016, l'État table sur une croissance du PIB de 1,5%, une consommation des ménages qui est encore assez vigoureuse, qui est à 1,3%, et une inflation plus forte en 2015 à 1%. Donc vous avez en rouge sur 2016 donc un PIB à 2230 milliards, une variation en volume de 1,5%. Donc l'important c'est toujours la variation en volume, puisque c'est la valeur réelle, c'est-à-dire déflatée. Alors, la programmation des finances publiques.
Donc la trajectoire du redressement des finances publiques n'a pas changé avec le projet de loi de finances 2016, puisqu'elle conserve le programme d'économie jusqu'en 2017, qui était fixé à 50 milliards. 50 milliards sur 3 ans. En fait, le plan d'économie avait commencé dès 2014. Néanmoins, le gouvernement a transmis au Parlement européen un programme de stabilité pour les années 2015 à 2018, avec des précisions plus économiques, qui amènent effectivement un déficit de 3%, en dessous de 3% en 2017. Pourquoi 2017 ? Question ne se pose pas. Donc vous avez un petit tableau avec le déficit. Donc vous voyez qu'en 2016, nous avons encore un déficit de moins 3,3% avec une dette à 87,5%. Donc vous voyez, en fin de compte, on constate toujours que même si le déficit diminue, la dette ne diminue pas obligatoirement. Environ aux alentours de 2% de déficit que la dette commence à diminuer. Ça, c'est une question de remboursement des emprunts. Donc point important, le budget d'État pour 2016 est établi à 301 milliards pour 360 de recettes pour 374 milliards de dépenses, soit un solde négatif de 73 milliards. Donc c'est toujours un peu le rapport, sachant qu'un PIB à 3%, sur le budget on est dans un rapport au milieu pratiquement. Puisque là, nous avons un déficit de l'État qui est de 24%. Donc quand on pense 3%, ça paraît infime sur un PIB, mais ramené au budget de l'État, c'est 24%. Donc il a noté que le déficit des collectivités locales ne doit pas dépasser 0,1% du PIB, alors que les dotations DGF baissent d'environ 30%. La réforme de la DGF, qui était prévue en 2016, est repoussée, probablement en 2017. Je pourrais dire que pour Vulpini, le problème ne se posera probablement pas en 2017, puisque nous risquons de ne plus avoir de DGF. Un point important dans le projet de loi de finances 2016 concerne le FCTVA. Le FCTVA, c'est le remboursement de la TVA qu'on obtient 2 ans après. Donc, pour ne pas freiner les investissements, la loi des finances 2016 va rendre éligible au FCTVA les dépenses d'entretien du bâtiment public et de la voirie, qui avant étaient en fonctionnement. Le fonctionnement interdisait le remboursement du FCTVA. La loi de 2016 va autoriser le remboursement, même en dépenses de fonctionnement. Donc ça concerne principalement les bâtiments publics et la voirie. Vous avez le coût que va représenter cette décision, 53 millions en année pleine pour la voirie et 300 millions aussi pour les bâtiments. Alors comment sera récupéré le FCTVA, je ne sais pas encore, mais probablement en investissement. Il faudrait qu'on nous le donne en fonctionnement. Donc après vous avez les chiffres clés, donc il y a un petit document qui donnera tous les chiffres clés du PLF 2016. On va passer au contexte économique intercommunal, ça a quand même une certaine importance. Vous savez que cette année, donc, le préfet a pris un arrêté qui prévoit l'extension du périmètre de la communauté de Monin-Val-de-Seine aux communes de Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry, qui étaient déjà, eux, associés en communauté de communes. Donc c'est important, ce regroupement ne se traduit donc pas par une modification des compétences, mais qui reste à changer les compétences. Donc le mécanisme d'intégration, il s'est fait en 2 phases. Il a fallu déjà dissoudre la communauté de communes de Saint-Fargeau-Ponthierry et de Pringy, et puis on l'a extension du périmètre sur ces 2 communes. Donc les conséquences fiscales de cette intégration, les 2 entités avaient deux fiscalités complètement différentes. En fiscalité additionnelle, nous, la communauté et l'agglomération étaient en fiscalité additionnelle unique pour le taux. Donc ce qui voulait dire qu'obligatoirement, on avait une attribution de compensation. Et pour la communauté de communes de Seine-École, chaque entité avait sa propre fiscalité, aussi bien en taxes professionnelles qu'en impôt ménage. Donc, l'impact de cette fusion sur la cotisation foncière des entreprises, ce qu'on appelle couramment la CFE, donc il y aura un rapprochement du taux de CFE de Pringy, qui était à 20,78%, et de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui était à 26,29%, ils vont se rapprocher, ils vont même prendre le taux qui est actuellement à la communauté de 25,12%. Donc l'application des bases minimum pour la zone industrielle ne changera pas du tout en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises.
Par contre, pour Pringy, il y aura une nécessité de lisser sur 2 ans, puisque sans ça, le gap était trop important pour les communes de Pringy, donc ça sera lissé sur 2 ans. Et le coût de ce lissage sera pris en charge par la communauté. Alors, l'impact sur la TEOM, qui sont les ordures ménagères. Alors c'est pareil, la communauté de communes avait un taux, Sénécole avait un taux différent de la communauté d'agglomération Moulins-Val-de-Seine, puisqu'il était de 11,98 et il est de 8,09% sur la communauté Moulins-Val-de-Seine. Donc le calcul d'un taux moyen pondéré sera décalé, puisque comme on a préféré attendre une année, plutôt que, puisqu'on va avoir encore des intégrations d'autres communes dans la communauté de Moulins-Val-de-Seine, on a préféré attendre encore une année. Donc c'est-à-dire que pendant encore une année, chaque entité conservera son taux de prélèvement de la taxe d'ordures ménagères. Il faut savoir que 8,09, le taux moyen sera de 8,64%. Et actuellement ici, le taux des ordures ménagères est de 8,09%. Donc on subira probablement une hausse en 2017, qui sera peut-être lissée sur 2 ans ou 1 an. Après, nous avons en dehors de tout ce qui est transféré à travers l'attribution de compensation, la neutralisation est tout de même imparfaite au niveau des charges nouvelles, puisque intégrer Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy, ça nous donne donc des dépenses supplémentaires pour la communauté, puisque nous avons les pertes fiscales qui sont liées au lissage justement de la cotisation foncière des entreprises. On a un versement de fonds de concours pour les charges de centralité, puisqu'il y a une piscine à Ponthierry. On a le versement d'une dotation de solidarité communautaire, puisque toutes les communes de la communauté Moulins-Val-de-Seine la touchent, donc on sera obligé d'en verser une aussi à Pringy et à Ponthierry. Et le déploiement de la fibre optique. Donc on a fait un petit peu, c'est le cadeau d'entrée pour la commune pour Ponthierry. Il y a un déploiement de la fibre optique qui sera pour un coût à peu près de 750 000 €. Voilà. Et d'autres élargissements, donc pour l'avenir, il y aura d'autres élargissements à venir pour la communauté. Donc comme vous le savez, on envisage il y a 4 villes nouvelles qui pourraient réintégrer la communauté de Moulins-Val-de-Seine. C'est Limoges-Fours, Lissy, Villiers-en-Bière et Mincy, qui amènerait une population communautaire à environ 130 000 habitants. Bon, c'est pas encore acquis. Apparemment, surtout Mincy, on vend debout contre l'intégration à Moulins-Val-de-Seine. Donc logiquement, ces nouvelles intégrations seraient effectives au 1er janvier 2017. Je pense que ça ne posera pas de problème pour Villiers-en-Bière. Pour le reste, ce n'est pas acquis. Alors quelques chiffres sur le budget de fonctionnement de la communauté. Vous voyez, c'est un budget qui est autour de 63 millions d'euros quand même. Donc 43% sont reversés aux communes et à l'État. Donc reversés aux communes justement à travers l'attribution de compensation. Bon, vous avez 32% de charges de gestion courante, donc des crédits, subventions, participation, 12% pour les charges à caractère général et 12% pour les charges de personnel. Les recettes sont constituées principalement de la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'habitation, la taxe foncière, et 14% sur la CVAE, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, qui a remplacé donc l'ancienne taxe professionnelle. Et 19% c'est la taxe des ordures ménagères. L'investissement était en moyenne de 12 millions d'euros par an sur le mandat. Alors, point important, donc c'est la fiscalité directe de la communauté. Alors, vous savez que l'année dernière, la communauté a augmenté ses taux. Ils avaient prévu de le faire sur 2 ans, donc nous sommes à la 2e année. Donc il y aura une augmentation du taux de la taxe d'habitation qui passera de 8,04 à 8,35%. Le taux de foncier bâti qui est de 0,18% qui passera à 0,54%. Et le foncier bâti de 2,98 à 3,09%. Alors, que nous n'avons pas voté parce que nous, à Volpénil, nous avions souhaité, comme l'année dernière, faire partager cette augmentation des impôts, la moitié sur les entreprises et la moitié sur les ménages. C'est ce qui avait été fait l'année dernière. Cette année, ça n'a pas été reçu, on n'a pas tenu compte de notre avis, et on a tout mis sur les impôts ménages. Bon, c'est pas la seule raison. Oui. Et une autre raison, c'est que nous considérons que cette augmentation de fiscalité à ce moment de l'histoire de la communauté ne se justifie pas. Les chiffres du compte administratif de juin risquent de nous donner raison. S'il y avait un besoin d'investissement, il pouvait être décalé dans le temps et appeler une augmentation de la fiscalité qui fut décalée. Voilà. C'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas voté et le budget et l'augmentation de la fiscalité. Alors, un titre d'exemple,
prenant une feuille d'impôt classique, l'augmentation de fiscalité de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine représentera 32 euros en moyenne pour le Pays vauclois. Puisqu'on était sur les augmentations d'impôts, sachez que le département augmente lui de 15%, donc ça ne jouera que sur le foncier bâti. Et moi j'ai fait un calcul, ça représentera 71 euros. Ouais, c'est ça. Donc il y aura une augmentation d'une centaine d'euros pour les administrés pénibauxois et autres. Formalisation du pacte financier et fiscal, ça c'est très intéressant. Il y a un pacte financier et fiscal qui est traditionnellement motivé par la remise à plat de la politique de solidarité, la baisse des ressources et la recherche d'une meilleure coordination des politiques fiscales. Alors ce pacte financier il est construit autour de l'attribution de compensation, les modes de calcul, la dotation de solidarité communautaire et les fonds de concours pour charges de centralité. Donc l'année 2016 va être consacrée à cette étude de formalisation du pacte financier fiscal. Donc beaucoup d'interrogations sur ce pacte. Quelle incidence sur notre attribution de compensation et sur notre dotation de solidarité communautaire, ainsi que sur notre fiscalité. Allons-nous vers une harmonisation des taux d'imposition pour réduire les écarts entre toutes les communes de la communauté d'agglomération? Et comment va être considéré ce taux? Est-ce qu'on va jouer sur le produit fiscal par habitant? Encore toutes des interrogations. Je pense que donc on essaiera d'être vigilant tout au long de l'année de la manière dont va être élaboré ce pacte financier. Voilà ce qui est pour donc l'intercommunalité. Donc nous allons passer au compte administratif. Donc le compte administratif, c'est le réalisé donc, du budget 2015. Alors, sur le chapitre 012, qui est donc les évolutions de charges du personnel, donc vous voyez là les chiffres, je sais pas si vous voyez bien. Nous sommes en 2015, nous avons donc 10 389 000 euros de frais de charges de personnel. Alors ça n'englobe pas que les charges de personnel. Quand on entend charges de personnel, c'est les cotisations patronales, les assurances chômage, et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas que du salaire. Donc l'augmentation par rapport à N-1 est de 2,99%. Alors si on fait le pourcentage et le ratio par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement, on est à 66,82. Et attention, il faut quand même nuancer un peu ce rapport au 66,82 puisqu'il évolue en fonction aussi des recettes de fonctionnement. Donc les recettes de fonctionnement baissent, effectivement, on est toujours un petit peu... il faut relativiser un petit peu ce pourcentage. Alors, pourquoi cette hausse? D'abord, c'est l'évolution classique des avancements de grade, des échelons. Ça a été la dernière année de la revalorisation de la catégorie C, qui était un peu chiffrée à 80 000 euros par an sur 2 ans. Le coût des rythmes scolaires, donc là sur une année complète. L'année dernière, nous étions à cheval sur une année. Et les évolutions des cotisations patronales. Donc voilà, 0,12, donc à 10 389 000. Évolution donc du chapitre 011 qui lui est les charges de fonctionnement de la commune, c'est tout ce qui sert à faire fonctionner la commune, que ce soit les fluides, les dépenses courantes de fonctionnement. Donc là vous voyez qu'en 2015 nous sommes à 3 563 000, donc en nette baisse par rapport à 2014, puisque nous baissons pratiquement nos charges de fonctionnement de presque 10%, nous sommes 9,69%. Et si on regarde entre 2013 et 2014, on est pratiquement à 13,77%. Donc vous voyez que depuis 2-3 ans, nos charges de fonctionnement sont en baisse continue. Alors pourquoi elles sont en baisse? Parce qu'il y a d'abord les efforts des services. On a demandé à tous les services de bien faire des efforts sur leurs charges de fonctionnement. Les impacts de mesures d'économie qu'on a mis nous-mêmes en place. Des économies sur les... Aussi, nous avons eu la chance d'avoir depuis 2 ans des hivers peu rigoureux, qui comptent, puisque nous avons pratiquement 900 000 euros en tout en charge d'énergie. Et puis nous avons mis aussi en place un contrôle mensuel du suivi du budget, principalement sur les services techniques. Tous les mois, on fait le bilan et on regarde où on en est sur le budget. Donc sur le 011, en nette baisse. Donc évolution de la dette communale. Donc la dette communale s'établit au 31/12/2015 à 11 220 000. Donc elle est en baisse, elle aussi permanente, puisque nous n'empruntons plus depuis 2 ans. Donc notre dette est constituée de 18 emprunts. Nous avons 11 à taux fixe, 6 à taux variable et un taux
et un avec change, un taux avec change pour 1,03% de l'emprunt. Alors nous avons surtout des emprunts par la Caisse d'épargne, par Dexia, Crédit Agricole et un crédit foncier. Et nous avons un emprunt, qu'on dit toxique, puisqu'il est lié au franc suisse, mais qui est très minime, puisque je crois qu'aujourd'hui il doit être à peu près à 130 000 euros, et il arrive en fin de vie. Nous n'avons pas de soucis sur les prêts toxiques. Donc quand on regarde l'encours de dette, donc j'ai un peu décalé, vous voyez qu'effectivement il est en baisse, puisque nous étions à 14 millions, 15 millions en 2010, et nous sommes à 11 millions 220 en 2015, et nous serons donc encore pratiquement à 900 000 euros au moins dans un an, puisque nous n'avons pas contacté l'emprunt. Alors, effectivement, nous avons une dette qui est relativement faible. Nous ne sommes pas surendettés. Bon, mais pour l'instant, on ne le voit pas. C'est du travail pour l'avenir, en fait. Donc, puisque aujourd'hui, nos charges financières diminuent, mais très légèrement. Pas encore. Il diminuera beaucoup plus nos charges financières dans un an, puisque nous aurons à l'échéance de 1 ou 2 prêts qui tomberont. Donc, ça nous donnera des marges de manœuvre dans quelques années où on aura un endettement qui sera relativement faible. 11 millions, c'est très peu pour une ville comme Paul-Bénil, puisque nous avons un budget qui tourne autour de 16-17 millions. Donc vous voyez, c'est même pas pour quelqu'un qui travaille, c'est même pas un an de salaire. Donc vous voyez le remboursement des annuités de nos emprunts qui baisse légèrement, mais comparé au fait qu'on n'emprunte pas, ça ne baisse pas non plus énormément. Mais par contre, ça a un gros avantage, c'est que ça ne monte pas. C'est sûr, si on avait emprunté, nous aurions eu des charges financières qui seraient en augmentation. Et ce que je disais, c'est qu'on devrait avoir en 2018 un ou deux emprunts qui vont tomber, qui vont nous faire économiser 90 000 euros. Donc nous allons retrouver dans 1 ou 2 ans une possibilité de manœuvre plus importante, puisque nous pourrons emprunter, et comme nous sommes désendettés, vous voyez, tout est lié, ça nous donne des marges de manœuvre. Vous avez un tableau sur le montant de nos emprunts et de nos investissements, donc vous voyez que c'est à 0 en 2015. Nous avons fait ici 0 en 2012. Et c'est un tableau que je mets sur l'investissement réalisé, 1 223 000, et du reste à réaliser, 38 437 pour 2015. Les recettes communales. Donc ce sont principalement les recettes des services municipaux, donc tout ce qui est à caractère sportif, périscolaire, culturel, et tout ce qui est et toutes les redevances d'occupation du domaine du service public. Donc là, nous sommes en baisse, puisque nous sommes à 1 552 000 de recettes en 2015 pour 1 732 000 en 2014. Bon, il faut nuancer cette baisse, puisque nous avons justement perdu la redevance Veolia. Vous savez que quand on a renégocié la DSPO, la redevance Veolia a été caduque, elle devait tomber, et elle était de l'ordre de 130 000 euros. Donc effectivement, si on rajoutait les 130 000 euros, aux recettes de 2015, nous avons à peu près des recettes équivalentes. Nous avons aussi perdu sur 2015 un peu de recettes du département qui est lié à la crèche. Nous devrions les récupérer en 2016, mais la compte qui devait nous être versée en 2015, lui, il était perdu. Recettes, impôts, taxes et dotations. Donc là, vous avez donc toutes les recettes sur première ligne, les impôts fonciers et taxes diverses, les dotations et participations. Donc la DGF est incluse dans les dotations et participations. Donc vous voyez ici, quand vous êtes à 2 064 000, vous voyez ici, là, 2 064 000, vous voyez qu'on est en baisse, nous étions à 2 078 000, et principalement c'est dû à la DGF, mais on le verra un peu plus loin encore. Nous avons par contre une bonne nouvelle dans 2015, c'est les droits de mutation qui sont à la hausse. Donc les droits de mutation, c'est nous touchons 1,2% sur chaque transaction immobilière qui se fait sur Paul-Bénil. Et nous sommes cette année pratiquement à 400 000 euros. C'est loin encore des grandes années où nous étions à 550 000, mais c'est tout de même mieux que ce qu'on avait prévu, parce que nous avions prévu à l'époque que 320 000. Donc c'est assez positif, il y a une dynamique qui se remet à la hausse au niveau des transactions immobilières. Voilà, donc la DSC, l'attribution de compensation, là c'est stable, hein, ça c'est le transfert de notre ancienne taxe professionnelle, et la dotation de solidarité communautaire est aussi stable. Non, elle a baissé de 5%, plutôt de 4%, suite au plan d'économie de la communauté d'agglomération. Voilà, donc si je fais une synthèse du compte administratif, vous voyez les résultats 2015, hein,
Donc avec les recettes et les dépenses, on récupère donc l'excédent de 2014, et ce qui nous fait un total de 1 800 000 au niveau d'excédent de la section de fonctionnement. En investissement, nous avons donc 1 869 000 de recettes pour 2 394 000 de dépenses. C'est logique, on a toujours plus de dépenses que de recettes sur un compte administratif, puisqu'on ne transfère pas l'excédent qui va du fonctionnement à l'investissement, on ne le transfère pas, il reste en fonctionnement. Donc, ce qui fait un total, un déficit en investissement de 647 460, et nous avons un report du budget 2015. Tout ce qui est engagé en investissement est reporté sur l'année suivante, contrairement au fonctionnement où on ne peut pas reporter du fonctionnement. Donc, ce qui fait un résultat global en 2015 de 1 160 000 €. C'est l'excédent qui sera reporté sur le budget 2016. C'est pratiquement l'excédent que nous avions sur le budget 2015. Donc nous retrouverons, en fin de compte, ce qu'on a été chercher pour 2015, on le retrouve en excédent sur le budget 2015. Voilà ce qui est pour du compte administratif. Donc c'est pratiquement les chiffres bons, ils doivent être encore contrôlés par le compte de gestion qui interviendra à partir du trésorier. Mais ça devrait être un peu varié, ça va être 1 cm. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux orientations budgétaires sur le compte administratif? Vous avez la parole, monsieur. Même si les chiffres ne sont pas définitifs en ce qui concerne les charges générales, vous avez un satisfait, puisque vous avez réussi à les descendre de 9,69%, ce qui est très bien. La contrepartie, c'est que malheureusement, les charges personnelles, le taux augmente encore sacrément. Et nous pensons que, au niveau structurel, il y a encore beaucoup de travail. Nous avons eu le plaisir d'entendre un discours au vœu du personnel de la nouvelle directrice générale des services qui disait que la mutualisation de certains services, la formation allait se pérenniser en 2016. C'était une proposition de notre groupe il y a 2 ans en arrière, donc là, de ce côté-là, nous félicitons, nous demandons à voir. En ce qui concerne l'an dernier, nous avions fait une proposition pour vous aider à rentrer un peu plus dans les réformes structurelles. On n'a pas eu ce retour. J'espère que pour cette année, C'était quelle proposition, pardon, monsieur Courtois? pour vous aider à faire Vous avez dit ça en boutade, mais vous n'avez pas pris peut-être pas suffisamment au sérieux au départ. Oui, Parce que là, c'était l'intérêt quand même, c'est l'intérêt général. Nous avions dit qu'en 2017, nous allions rentrer dans un effet ciseau, même si la réforme de la DGF est repoussée, ça va se jouer entre 2017 et 2018, on va avoir un gros problème. À 69,9% du niveau du personnel, il y a beaucoup de choses à proposer et à faire. Pas 69, non, 66. 66, pardon. ah non, 3% c'est important. Oui, évidemment. 66, Non, non. n'alourdissez pas la solution. Je voudrais vous Nous sommes largement quand même encore au-dessus de la moyenne. Oui. Non, mais parce qu'il faut que vous preniez, d'abord merci de ce satisfait, parce qu'il faut le prendre au pied de la lettre, donc au nom de la majorité, je vous remercie. Mais j'adresse d'abord ce satisfait, j'ai assez de compliments comme ça, mais je dirais à l'ensemble des élus, mais surtout des services qui ont joué le jeu, alors même qu'on avait demandé un effort à nos concitoyens de près de 10% d'augmentation de la fiscalité. C'est ce que nous avions annoncé, c'est qu'en regard, nous allions baisser de 10% l'ensemble des charges. Nous y sommes presque, et si vous cumulez sur les années, nous sommes bien au-dessus de la baisse de 10%, puisque je rappelle qu'au compte administratif 2014, nous avions baissé déjà de moins 4,5. Si je rajoute les 9,69, bon an, mal an, nous sommes pas loin des 15% de baisse du budget de fonctionnement. Et c'est en cela, je me permets de vous le redire, M. Pratolac, c'est parce que le budget de fonctionnement baisse que la proportion du budget du personnel augmente. Là aussi, c'est un effet ciseau. Vous le contestez? Non. Et c'est pour ça que d'abord je vous remercie de votre satisfaction, mais sur le personnel, beaucoup d'efforts ont déjà été consentis
Et nous avons une politique que vous connaissez, un peu la mort dans l'âme, parce que ça veut dire que quelquefois ça altère le service public, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec des départs à la retraite, du redéploiement ou de la restructuration. Donc j'entends que vous étiez de bons conseils, oui ça arrive bien sûr. Et je serais, comment dirais-je, et maladroit, et malhabile, et malhonnête de ne pas considérer qu'il y a plus que 2 ans, nous avions eu quelques joutes sur vos invités. Et après, il y avait un principe de réalité, c'est qu'en 2014, vous êtes tombé dessus, ce que j'ai appelé ce saut de fraîche, qui nous a conduit à devoir consentir des économies importantes. Mais sur les réformes structurelles, on est témoin de nous dire, on les mène de longue date, et d'autres sont encore à venir, elles sont impératives. Voilà. Nous avons d'autres choix, et je dirais que on a une délibération ensuite qui en attestera, avec encore un effort de nos collaborateurs, afin de revisiter, je dis bien, toutes les politiques, à l'exception de quelques-unes. Où là, si je prends la petite enfance, le seul choix que nous pourrions faire, et ce sont des budgets importants, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait réduire le nombre de places. C'est-à-dire qu'on est à 44 plus 25 ou 26, c'est ça, je crois, Catherine ? Sans la halte garderie. Sans la halte garderie. Donc, voilà, on se bat pour maintenir ce niveau, cette capacité d'accueil et cette qualité. Et bien là, je le dis, c'est que c'est en cela où il y a d'autres secteurs qui sont sacrifiés. Sur la petite enfance, c'est un niveau d'encadrement élevé. C'est le choix que nous avons fait. Puis il y a la loi aussi qui encadre ça, qui ne permet pas de faire n'importe quoi. Et je voudrais juste revenir, M. Pratola, sur l'augmentation de la masse salariale des 2,99. C'est au risque de répéter ce qu'a dit notre collègue Anselme Almassari. C'est que, à nouveau, ce sont des éléments qui sont exogènes à la gestion de la commune. Il y a des années où on l'a assumé. Il faut le dire, on a eu des augmentations qui se situaient toujours entre 2 et 3%, en règle générale, de manière mécanique. Et souvent, on l'expliquait, c'était le fameux glissement vieillesse technicité, je crois, c'est le fameux GVT. Là, dans le cas d'espèce, c'est des charges qui correspondent à la réforme des rythmes scolaires. Voilà. C'est près de 100 000 € par an pour assurer l'encadrement de pratiquement 90% des enfants qui, après l'école, fréquentent nos activités. Le GVT dont j'ai parlé, parce que voilà, c'est des éléments mécaniques et fort heureusement qui font qu'on avance aussi en carrière. Et puis les cotisations, voilà, qui sont des éléments exogènes. Et si je peux me permettre, sur ces 2,99, j'ai la faiblesse de dire que ça représente, à mon avis, il y a 2%, je pense, pour Vancouver, en Seine, qui correspondent à des éléments qui sont extérieurs, puisque j'allais dire le GVT, on va l'assumer, les 0,99. Et encore, là aussi, ce sont des éléments qui sont encadrés par la loi. Voilà, donc je voulais juste préciser cela. Quant à votre main tendue, patience. Patience, et je dirais que vous pourriez dire en public qu'il y a sur d'autres dossiers, nous avons avancé, en toute intelligence. Je pense, et vous êtes étroitement associés, et quelquefois force de proposition, je pense notamment à une politique sur l'habitat, où vous avez été complètement pleinement associés, ou si je prends un dossier qu'on a examiné il y a un peu plus d'1 heure, voilà, ce sont des choses qui se font avec le temps, tel des amours, on s'apprivoise. Et puis parce qu'après, il y a une autre réalité, M. Pratola, je le dis ici publiquement. Coproduire un budget, ça veut dire que vous basculez dans la majorité. Voilà. Je le dis avec tout le respect qu'on doit à l'opposition. Voilà. Bâtir un budget, c'est le voter, et donc on est membre de la majorité. Voilà. Donc c'est en cela où je vous renvoie très, je dirais, courtoisement cette invite, mais je me souviens, et je le redis ici, que face à des décisions difficiles comme l'augmentation de la fiscalité, vous êtes abstenu. Et ça, je ne l'oublie pas. Donc, nous allons balayer un peu les perspectives du budget 2016. Donc, en recette de fonctionnement, donc, nous serions à 15 862 903 000 €. Donc, hors reprise de l'excédent N-1, hors reprise des 1 160 070 qu'on a dit tout à l'heure sur le compte administratif. Donc, vous avez le tableau. Oui, tableau. Donc, en 0,13, bon, atténuation des charges, bon, ça c'est variable, hein, ce sont souvent des remboursements de maladie du personnel, donc là, on a plus 12%, mais ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, ça varie d'une année sur l'autre, c'est pas pérenne.
Donc sur les produits et services de domaine, je crois que donc là j'ai dû rectifier une petite erreur parce que c'est moins 60 362, donc là nous perdons 3,93%. On est en train d'analyser un peu ces recettes des services. Effectivement, on se rend compte qu'on perd des recettes des services. Alors est-ce que c'est dû au quotient familial qui évolue? Je ne sais pas, il y a une étude sociologique à faire sur nos recettes. C'est ce qu'on est en train de regarder en ce moment. Sur les impôts et taxes, donc là j'ai prévu 2,6% d'augmentation de taux, l'augmentation des valeurs locatives, des impôts, puisqu'en fin de compte 1% c'est voté dans le projet de loi finances, donc les revalorisations des bases vont être valorisées de 1%, et nous avons rajouté 1,6% en plus. Donc ça, ce sont les créations diffuses un petit peu dans toute la ville, et puis nous avons tout le chemin vert aussi. C'est 2,6 ou 2,3? Pas de 6, c'est 2,3. 2,3. nous on a 2, 3. Oui, mais... Ah oui, il a 3, d'accord. Non, mais ça ne veut pas dire uniquement, il n'y a peut-être pas que la taxe d'habitation et tout dans 73, hein, c'est pour ça. Moi, j'ai bien mis 2,6 sur ce qui concerne la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti. Donc c'est 1,6% plus que la valorisation qu'a décrété le projet de loi de finances 2016. Donc ce que je disais, l'écart tient compte de toutes les constructions un peu diffuses qu'on a dans tout Repenil, et puis tout le chemin vert, là, où il y a pratiquement 50 logements qui vont donc être imposés fiscalement l'année prochaine. Les droits de mutation, alors c'est pour ça que dans le souvenir, il y a les droits de mutation. Les droits de mutation, on les a revus à la hausse, donc on les a augmentés de 82 000 euros. Parce que nous étions à 318 000, nous avons presque fait 400 000, on va supposer que l'année prochaine, il y a autant de transactions sur votre clinique qu'il y en a eu cette année. Donc le chapitre 74, donc là vous voyez la baisse, donc là de 481 000, donc c'est principalement dû donc, à la baisse de la DGF. Alors ça c'est pareil, parce que en fin de compte on fait le budget aujourd'hui, mais on a deux hypothèses qui nous manquent, c'est la DGF, je ne sais pas à quel niveau elle va baisser, même si la valeur, la fonction de l'État est toujours la même, mais le calcul peut différer, donc on l'a estimé, hein. On a mis les mêmes valeurs que l'année dernière, donc ça on attend encore, on devrait les avoir vers la mi-mars, et c'est pareil, donc les produits fiscaux, on devrait les avoir aussi vers le 15 mars. Donc c'est toujours en attente de finaliser ces deux points qui nous manquent aujourd'hui pour vraiment terminer le budget. Je rappelle pour nos concitoyens que la règle c'est que c'est un débat d'orientation budgétaire et que le budget nous l'adopterons au mois d'avril. Donc d'ici là nous aurons les chiffres définitifs qui nous permettront de nous prononcer en connaissance de l'ensemble de la réalité des chiffres. Donc, voilà, qu'il n'y ait pas de trou pour les personnes qui découvrent peut-être l'exercice. Donc justement pour la DGF, on a prévu 298 000 en moins. Donc vous verrez tout à l'heure le petit tableau de la DGF, c'est assez catastrophique pour votre public. Dans le 75, c'est les autres produits de gestion courante, donc là on a une baisse de 100 000 euros, mais c'est parce que l'année dernière nous avions la vente du terrain au champ qui était incluse dans le 75, et cette année on ne va pas le revendre deux fois le terrain, donc c'est dommage. On peut essayer, ça ne devra pas marcher. Et c'est pour ça que nous avons une baisse de 100 000 euros. Donc vous voyez que globalement nous avons aussi des recettes qui baissent. C'est tout. Donc c'est tout pour les recettes. Alors produits fiscaux et taxes d'habitation et taxes foncières. Donc d'abord la bonne nouvelle c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition de la part de Repenil. Ça ne veut pas dire que sur votre feuille vous allez quand même voir 1% d'augmentation, que c'est l'État. Hein. C'est le projet de loi de finances 2016 qui revalorise les bases à 1%. Et donc on a estimé donc un produit à 7 153 672. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai mis des aspérités là, parce que effectivement on attend les bases. Mais on est obligé quand même de commencer à bâtir un budget puisqu'on doit être voté dans un mois. Alors l'attribution de compensation, elle, ne devrait pas varier. Elle est de 4 millions et quelque chose, donc je répète, l'attribution de compensation, c'est notre ancienne taxe professionnelle. Les fonds de concours, donc ça c'est ce que nous verse la communauté, donc pour la bibliothèque ça ne va pas bouger, on touchera 52 512, on a inscrit. Par contre les fonds de concours que la communauté nous attribuait pour l'école de musique ont disparu. Ils étaient de l'ordre de 12 500 euros, ça a été validé, nous ne toucherons plus rien en 2016.
La dotation de solidarité communautaire, elle reste fixe à 223 622. Alors quand je dis justement le pacte financier qui va être étudié à la communauté, vous voyez, il risque de jouer donc sur cette dotation de solidarité communautaire à 223 000 et surtout sur l'attribution de compensation qui est de l'ordre de 4 020 000. Donc c'est important. Ils n'ont pas intérêt à perdre ces deux facteurs de recettes. Et la dotation globale de fonctionnement, donc celle-ci a baissé en 2015, elle a déjà baissé de 325 000 euros. Et en cumulé, donc la baisse, vous allez voir deux tableaux, hein, qui vont vous dire, voilà. Donc vous voyez que nous avons perdu 125 000 euros. Donc ces 125 000 euros, évidemment, se cumulent tous les ans. En 2015, nous avons perdu 321 000 euros, donc on va les retrouver pratiquement. Et l'effort va se poursuivre en 2016 et va se poursuivre en 2017. Donc vous voyez que l'effort en DGF, sur 5 ans, on perd 2,6 millions. Et si je fais le tableau ici en valeur absolue, en 2013, si on peut descendre Ah, vous pas Ah oui, c'est l'affichage. Bon, c'est pas grave. Donc en 2013, nous touchions 1 150 000 euros de DGF. Si le rythme continue jusqu'en 2016, et il n'y a aucune raison qu'il ne continue pas, parce que le plan des économies des finances publiques de l'État est programmé jusqu'en 2017. En 2017, nous toucherons à peu près 40 000 euros. Ouais, c'est pour ça que la réforme de la DGF en 2017, nous, à la limite, on n'aura plus rien. Donc on ne pourra pas nous prendre plus que ce qu'on n'a pas. Donc c'est quand même une perte énorme, 1 100 000 euros sur des recettes qui sont de 15 millions. C'est énorme. Et d'ailleurs, à tel point que j'ai revu encore le trésorier il n'y a pas si longtemps que ça, il n'en revient pas. Hein. Quand il a vu nos tableaux, il a dit c'est pas possible. Et donc il s'est renseigné, il a demandé à la préfecture de dire, il a questionné la préfecture pour lui dire recalculer sur votre pays, parce que moi j'ai jamais vu ça. Donc, on a eu un retour de la préfecture qui dit non, bon, c'est ça. Les calculs ont été validés. Et même le trésorier qui voit toutes les communes pratiquement de l'agglomération et au-delà. Et parce que c'est important que tu dises cela, non pas que nous soyons l'enfant mal noté, mais c'est par rapport aussi à la réalité fiscale et le potentiel fiscal de la commune. C'est que ce que peuvent absorber en revanche des communes, et tant mieux pour elles, je pense au Mai, je pense à Melun, je pense à la Marie, c'est comme ce sont des villes qui sont en politique de la ville, elles ont des dotations, mais normales, elles doivent relever d'autres défis qui sont autres que les nôtres. Mais je prends le cas du Mai, où j'ai demandé, par exemple, j'ai dialogué avec le maire du Mai, qui m'a précisé que lui, en fait, c'était une opération c'est-à-dire que la baisse de la dotation globale de fonctionnement était compensée par des crédits sur la politique de la ville. Ce qui fait que je fais des éléments de comparaison qui peuvent étonner les fois les pénibles. Je veux dire, pourquoi on augmentait les impôts? Ils n'ont pas augmenté au Mai, ils n'ont pas augmenté à Damary. Bon, à Melun, c'est différent, je n'ai pas à commenter, parce qu'ils ont été compensés. Et c'est ce qui se serait produit à Vaud-Pénil si nous avions été compensés de cette baisse. Enfin, je reprends le chiffre. Dans cette Mamassari, en 5 ans, 2,6 millions d'euros de moins. Et je voudrais vous donner un élément de comparaison pour essayer d'évaluer l'effort contributif, c'est-à-dire combien rapportent les impôts, l'augmentation des impôts que nous supportons tous. Elle est de 600 000 euros par an. Entreprises et particuliers. Et de rappeler que les entreprises, c'est je crois 45% du foncier, nos recettes fiscales. Donc c'est vous dire, en quoi je reviens sur notre débat, la baisse de nos dépenses était impérative. Impérative. Si je me laissais aller à un simple calcul libéral, si nous n'avions pas baissé, je dirais, notre fonctionnement, il aurait fallu doubler les impôts. Vous voyez, enfin pas 10, faire 20% d'augmentation si nous n'avions pas fait l'effort, je dirais, de baisser, de ne pas remplacer des départs à la retraite, ou bien de ne pas baisser nos charges de fonctionnement. Alors on y arrive, hein, mais voilà, c'est au prix quand même de quelques contorsions. Et je redis ce que je m'étais permis de dire au nom de l'équipe municipale il y a 2 ans, on veut, hein, c'est qu'autant nous ne contestons pas la nécessité d'un effort collectif, voilà, que ce soit nos convictions politiques. Mais en revanche, il est trop violent et trop court dans le temps pour nous permettre d'absorber, je dirais, les efforts, parce que voilà,
Ce sont des navires qu'il faut naviguer, il faut faire naviguer, hein, des navires comme les nôtres avec les communes et l'ensemble des responsabilités qui nous incombent, hein, en rajoutant des charges, réforme des rythmes scolaires, revalorisation des catégories C. C'est bien, c'est nécessaire, c'est des petits salaires, mais non compensés. Oui, le tableau est rendu, donc c'est un peu graphique, vous voyez bien. Donc on ne peut plus rien nous retirer. Ouais, On dit en plaisantant, s'il y avait encore un effort qui était demandé, je ne vois pas ce qu'on va nous demander, à moins que l'État ne nous fiscalise. Parce que nous sommes à l'os. 40 000 euros. Voilà. Après, je ne sais pas comment l'État fera s'il continue à nous demander un effort supplémentaire. Dire qu'en fait, on va lui restituer l'impôt local. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Je plaisante qu'à moitié, hein, parce que je... Voilà. Enfin, écoute, apparemment, en 17, ça s'arrête. Ouais. On verra ce que l'avenir nous réservera. Mais toi, t'en en as plus. Ce que les Français décideront. Hein. Voilà. Bon. Au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc un petit tableau comparatif. Je compare de budget à budget, hein, BP 2015, BP 2016. Donc vous voyez que les charges à caractère général, donc le chapitre 11, il est en baisse, puisqu'on nous sommes toujours à moins 155 000, c'est-à-dire moins 3,9%. Donc on est un peu au-dessus du compte administratif, bon, on se donne une petite marge, hein, mais on est en nette baisse par rapport au budget. Donc les charges du personnel. Soit, je reviens sur 3 ans, moins 20%. Moins 20%. Voilà. Prendre la mesure, hein, comme de la baisse. Les charges du personnel, donc, qui baissent par rapport au budget, on y reviendra un petit peu plus loin. L'atténuation des produits, donc ça c'est pas... 65, l'autre de plus, bon. 65, c'est pas déjà. Les charges de session, il faut voir. Ouais. Vous avez remonté quand je l'ai dit. J'ai revenu, charges financières, vous voyez que les charges financières baissent quand même un peu. Hein. On est à 510 000, on est à 473 000. Les charges exceptionnelles. Je crois que ça va être la subvention de. Non, ça va être le remboursement des assurances qui était remis là. Ah non, attendez, je vais trouver. En fin de compte, je l'avais marqué en rouge sur ma feuille. Ici, là, c'est simplement. Non, c'est une créance qui va s'éteindre anciennement de Géopénil. Donc on remboursait tous les ans 28 000 euros depuis 10 ans. Et comme c'est la dernière année, donc il faut faire un bilan global de l'État. Donc c'est 242 000 qui vont s'éteindre, mais on va retrouver une partie en fonctionnement. Donc ça se rééquilibre. C'est un jeu d'écriture. Donc les charges de fonctionnement, donc en 0,11, elles vont diminuer, forte des diminutions, donc on maintient, toujours, on a baissé des honoraires d'études, des baisses du budget fait des cérémonies, certaines subventions, sauf celles caritatives, et baisse du nombre de spectacles aussi sur la saison culturelle, on a dû baisser de spectacles. Sur l'énergie, eau et électricité, nous avons remis à peu près les mêmes montants que l'année dernière, on a dû baisser le carburant par contre. Entretien du patrimoine, on a mis 246 000 euros pour l'entretien de la voirie et des bâtiments. Et l'entretien bois et réseau, 336 000, donc principalement sur la voirie, les lagages, la peinture routière, la redevance des DIB pour 22 000 et l'évacuation des déchets 40 000. Le remplacement des pièces pour abribus, entretien éclairage et remplacement candélabre, on a mis 110 000 euros. Donc en sachant que nous allons lancer cette année le marché à performance énergétique qui est en cours aujourd'hui. Illumination de fin d'année, vous voyez, 14 000 euros. La fois où on les a supprimés, on s'est fait disputer, donc on les a remis. Travaux et lagages, 20 000 euros. Entretien des espaces verts, 20 000. Fourniture de voirie, 106 000. Location de véhicules, 58 000. La maintenance, 130 000 euros de maintenance, chauffage, air de jeu, matériel de et achat de prestations services, ce sont la restauration. Donc voilà pour le chapitre 011. Donc on continue aussi donc, à essayer de diminuer nos charges de fonctionnement. Alors, chapitre 012. Donc ce chapitre il concerne donc la rémunération du personnel, on retrouve. Donc vous avez vu qu'on était en baisse. Donc on reviendra peut-être plus loin dans une délibération. Donc vous savez qu'en 2016, on s'est remis, on a fait une réforme sur la durée du temps de travail. Il est passé à 1607 heures. Donc bon, vous avez les petits commentaires, mais si vous voulez on en reparlera plus loin, puisqu'on a une délibération sur le temps de travail. L'atténuation des produits,
chapitre 2014, on a le prélèvement du FPIC qui est le fonds de péréquation intercommunale. Donc c'est un prélèvement qui doublait tous les ans. On a commencé à 12 000, on est passé à 24 000, à 48 000. Et on était à 87 000, on avait mis au budget, on a eu une bonne surprise cette année. D'ailleurs la communauté d'agglomération aussi. Ce montant qui doublait tous les ans s'est stabilisé en 2015. On a eu 58 000 au lieu de 91 000. Donc on l'a légèrement augmenté puisque c'est un fonds qui se cumule tous les ans. Et on l'a monté à 100 000. Le prélèvement de la loi SRU, Solidarité de Rénovation Urbaine, donc c'est le déficit qu'on a en logements sociaux, donc on a 35 000 €. Donc on devait avoir une baisse, mais qui interviendra l'année prochaine suite à la vente du terrain au champ, du terrain des Rochèvres. Vous savez qu'on l'a vendu. Ah, je ne vais plus me le revendre, hein. Je vais le placer. Donc le terrain rue des Rochèvres, qu'on l'a vendu en dessous du domaine, donc on a un accord avec. On aura une ristourne sur les 2-3 prochaines années au niveau du prélèvement de la loi SRU. Donc on devrait baisser l'année prochaine de moins 25 000 €. Et sachant que c'est 33 000 de mémoire, Mais on a reçu la notification, elle est de 33 500. C'est 1 500 € de l'année quand même. Voilà ce qui est pour du fonctionnement. Recettes d'investissement. Donc les recettes d'investissement s'élèveront à 1 914 522, donc avec 46 000 € de recettes en report 2015. Donc nous ne contacterons donc pas d'emprunt encore en 2016, on va faire sans emprunt. Et l'autofinancement donc géré par la section d'investissement sera d'environ 1 87 000. Donc dans les 1 87 000 en recettes, du remboursement de FCTVA, pour 180 179 000, taxes d'équipement, 40 000, la dotation aux amortissements, donc 324 000, donc la dotation aux amortissements, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui vient de la section de fonctionnement en dépenses. Hein. C'est un jeu d'écriture, mais c'est une obligation quand même d'essayer d'amortir son matériel. Donc c'est très vertueux. Et là, donc, on a 324 000 qu'on retrouve en recettes d'investissement. Et nous avons comme session immobilière la vente du pavillon de l'île. En dépenses d'investissement, donc les dépenses ont s'élevé à 1 914 522, donc on aura quand même 38 000 € de dépenses de report 2015. Donc le remboursement au capital de nos emprunts s'élèvera à 992 000 €. Donc systématiquement, on baissera notre encours de dette l'année prochaine de 992 000. Pour les principales dépenses, donc, on a fait un effort sur la rénovation un peu du parc d'outils des services techniques, on y met 50 000 €. Donc sur des tondeuses, des débroussailleurs, des plateaux remorques, des divers matériels. On a essayé de faire un effort particulier cette année sur la rénovation du matériel. Donc on a 310 000 €, c'est la rénovation de la structure des tennis. Hein. Donc, avec la rénovation du bardage, le revêtement du sol. 90 000 €, c'est la rénovation du sol du gymnase Lannemeg, un peu une obligation. 28 000 € pour la mise en conformité. Alors, les mises en conformité, elles évoluent aussi avec toutes les normes qui évoluent elles aussi. Donc ça nous fait, on a des dépenses continuelles au niveau des mises en conformité. 150 000 pour le plan de rénovation, trottoir et voirie. 57 000 pour la reprise de l'éclairage, donc c'est principalement les allées de la ferme du château, le clos des Sablons, la résidence du Ballon. Donc je rappelle que nous avons le marché à performance énergétique cette année, qui nous obligera pratiquement à avoir 150 à 200 000 € d'investissement sur 12 ans pour tout notre éclairage public. 15 000 € sur la sécurité routière, c'est un berlinois, 64 000 € en informatique, donc 27 000 € principalement pour le passage en voie IP. Donc on va passer en voie IP, c'est-à-dire on va avoir du téléphone par Internet. 10 000 € pour l'aménagement de mobilier de la bibliothèque, on va rénover un petit peu l'accueil à l'intérieur. Et 18 000 € pour l'aménagement du mobilier de la crèche. Voilà les principales dépenses d'investissement. Donc voilà ce que vous pouvez dire sur le rapport d'orientation budgétaire pour 2017. Donc nous attendons, donc je leur ai dit, les deux variables d'ajustement qui sont la DGF et la recette fiscale. Et on adaptera le budget en fonction des nouveaux chiffres. Mais j'espère que ça variera pas trop. Merci infiniment, monsieur Massari. Une nouvelle fois pour la capacité que vous avez à donner à tous de comprendre ces grands matchs, je crois, parce que c'est toujours
Ça semble simple quand c'est présenté, mais vraiment c'est un sujet très complexe que la gestion publique. Donc merci, et merci donc à l'ensemble des élus et des services d'avoir continué dans la voie, c'est-à-dire du sérieux, de la transparence dans la préparation de ce budget, pour continuer malgré tout à investir. Et comme le disait Anselme Almassari, la majorité a décidé cette année vraiment de faire un gros effort, puisque nous avons demandé à nos collaborateurs, nous délibérons, de travailler plus. Et bien ce plus, il fallait qu'il s'accompagne aussi sur une amélioration des conditions de travail, des outils de travail, mais aussi des conditions lieux techniques comme lieu de bureau. Voilà. Et ensuite, sur les grands chantiers dans la petite enfance, à l'honneur, c'était malheureux, mais en tout cas avec des investissements jamais suffisants, mais quand même impératifs dès cette année. Et puis sur le sport, puisque voilà, vous le saviez, sur les tennis, ça avait été reporté d'une année. Et finalement, dans notre malheur, on a eu la chance que ça coûtera finalement moins cher à la commune, après que le premier appel d'offres avait été rendu infructueux. On avait pu en dialoguer avec le club de tennis qui avait compris nous étions dans la difficulté, nous étions au-dessus de ce que nous avions inscrit au budget. Donc on a relancé un appel d'offres et amendé le cahier des charges. Et voilà, donc merci Olivier et Alain Tafouro d'avoir su réécrire un cahier des charges qui permet ensuite à la commune de finalement dépenser moins sur la rénovation de ces tennis. Et puis, promesse faite aux basketteuses, je l'ai souvent dit sous forme de boutade, le terrain donc sera refait à la Doumec, car au-delà de la boutade, c'est pour l'ensemble des enfants de Volpénil, des collégiens qui fréquentent chaque jour. Voilà en gros le débat d'orientation budgétaire sur lequel, si vous avez des remarques, des suggestions, des compliments à faire à Anselme Almassari, ils sont les bienvenus. Vous avez la parole. Je vous en prie, monsieur le porte-la-parole. Donc, l'orientation budgétaire, c'est un vœu pour 2016. Donc, on va voir la mise en application, étape par étape. Ce que nous aurions aimé savoir, c'est l'an dernier, nous avons eu à plusieurs moments des services qui ont été fermés, soit pendant les vacances, soit pendant les travaux, etc. Nous aurions voulu un chiffrage, pas pour aujourd'hui, bien entendu, puisque on vous prend à froid, mais au moins pour le vote du budget, un chiffrage de ce que ça a pu faire comme économie en service. Bon, en fluide et tout ça, vous nous aviez déjà répondu, mais au niveau du personnel, la répartition du personnel, même s'il y avait eu des congés, etc. Et la deuxième chose que nous aurions aimé avoir pour le vote du budget, ce serait la courbe des âges, d'une façon officielle par service, si on pouvait avoir ça dans le dossier, afin qu'on puisse se projeter sur ces fameuses réformes structurelles en ce qui concerne le personnel, les frais de personnel. Oui, c'est un vœu, presque au sens où, je vous dis, il y a là une variable d'ajustement qui s'appelle la dotation finale de l'État sur le terrain des recettes. La deuxième variable qui nous échappe, c'est la réalité d'exécution des recettes fiscales, mais on a plutôt une approche prudente, même si je vous ai vu faire la moue et je peux comprendre sur les droits de mutation. En fait, ce n'est pas un optimisme déraisonné, c'est quelquefois des informations que nous avons pu glaner, notamment sur des mouvements qui sont à venir sur le parc d'activité. Nous savons qu'il y a des mutations, dire des ventes qui devraient se réaliser, je pense sur Atrios, si nous aboutissons sur notre projet. Ce sont des gros montants qui sont en jeu, puisque le terrain est en vente à hauteur de 3,5 millions d'euros, pas pour la commune, mais sur lesquels il y a un prélèvement, enfin une fiscalité qui profite à la commune. Je pense à l'ancienne concession Citroën qui devrait être vendue. Je pense au bâtiment de la Poste qui devrait être acquis par le style. Bref, en tout cas, nous avons veillé à ne pas juste nous laisser emporter par la bonne nouvelle et par l'euphorie, c'est quand même d'avoir des simulations. Mais à nouveau, tout est intimement lié, je dirais, à la confiance de nos concitoyens et au mouvement. C'est-à-dire que l'essentiel quand même, ce sont les ventes et achats de maisons sur Volpénil.
On voit pas toujours les panneaux, mais voilà, il y a quand même beaucoup de rotations ou d'acquisitions qui se sont faites. Il y a quelques programmes privés qui sont aussi à venir, et qui voilà, devraient générer des recettes pour la commune. Parce que voilà, quand une maison se construit, quand un appartement sort de terre, ce sont aussi des recettes pour la commune, mais qui elle-même, entre guillemets, supportent des charges que quand une famille arrive, eh bien, c'est pour ça qu'on le fait, c'est une famille, c'est des enfants que nous accueillons dans nos écoles. Pour le reste, sur les fermetures, oui, je pense, alors, on va pouvoir le faire sans vous le dire, alors là, à l'euro près, parce que c'est quelquefois un peu compliqué, comme vous l'avez dit, on joue quelquefois avec les congés des personnels, mais en tout cas, on le fera. Je pense qu'il y a, vous voyez, quand on prend le jardin d'été de la ferme des Jeux, ça, mécaniquement, on peut vous dire, quand on a réduit cette période, c'était par exemple 4 animateurs, ça c'est calculable, et puis une règle de 3 sur, je dirais, fluide, en général, sur ce genre de choses. Mais, donc il faudra le prendre là, non pas comme un vœu, mais plutôt comme un peu de chose pleine d'approximation, sauf si on retire, je dirais, les périodiques de congés normales des personnels. Dans ce cas-là, ce sont essentiellement des fluides. Mais dans ce cas-là, si on va jusqu'au bout du raisonnement, M. Pratola, il faudrait qu'on fasse le même travail, mais on peut le faire sur les pertes de recettes qui sont adossées quelquefois. Et c'est la raison pour laquelle, quand Anselme disait on est en train de travailler pour comprendre les raisons pour lesquelles nos recettes ont baissé, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, on réduit le service public, moins de charges, mais aussi moins de recettes, même si la charge résiduelle reste importante, mais elle se réduit en réduisant, je dirais, la durée. Je pense aussi que c'est les effets de la crise économique. Certains de nos concitoyens se sont paupérisés, et donc le quotient familial et leur revenu baissant, eh bien, ils contribuent moins, ce qui est logique, puisqu'ils ont moins de revenus, et donc il y a moins de recettes pour la commune. Et puis 3, il faut le dire, ensuite, il y a eu quelquefois des désaffections. J'ai eu l'occasion de le dire à la cérémonie des vœux, quand les gens vont moins au cinéma chez nous, c'est moins de recettes. Je prends un N-1, voilà, Henri et Dominique ont redressé la barre sur le spectacle vivant. Le spectacle vivant, on était assez inquiets. Ça repart, tout comme le cinéma repart. Voilà, et on a su qu'il fallait aussi se rebooster sur la programmation. Donc il y a plusieurs éléments. Donc sur le chiffrage, il faut voir aussi l'incidence qui est liée aux recettes moindres. Et en fait, le vrai calcul, si je peux me permettre, c'est en fait la charge résiduelle. Voilà, c'est comme sur l'école de musique. Et sur la courbe des âges, je me retourne vers ma directrice générale. Et ça, c'est vrai que c'est pas la première fois que vous le demandez. Et en général, on répond à vos demandes. Donc on vous doit cela sur la courbe des âges et sur laquelle même on travaille à terme sur le par service. Parce que je pense qu'il y a des métiers sur lesquels il faut anticiper. On le fait sur les départs. Il y a des métiers où nos collaboratrices en particulier sont fatiguées ou vieillissent, pour dire les choses, ça nous arrive à tous, et sur lesquelles voilà, il y a des réflexions structurelles. Je ne citerai ici aucun des secteurs, mais sur lesquels on aura des choix à faire, c'est-à-dire soit être dans une logique de remplacement, voire de sous-traitance. Voilà, pour dire les choses très clairement, où il y a des métiers, à mon avis, qu'on ne pourra plus réaliser. Je pense aux espaces verts, par exemple, voilà, parce qu'en plus, on a de telles surfaces qu'il faut aussi investir en matériel, et que notre matériel est fatigué. Donc voilà, c'est le genre de réflexion qu'on est en train d'avoir, même si, vous vous souvenez, au dernier conseil municipal, on a créé un poste, j'ai signé récemment, un jeune qui rentre chez nous, voilà, qui a été formé et qualifié pour les espaces verts. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre. En tout cas, nous répondrons à vos deux demandes, notamment sur la fermeture et leur impact sur le budget. Voilà, le rendez-vous, c'est ensuite le BP. Est-ce qu'on peut dire la date? On l'a retenu, l'adoption c'est le 7 avril, donc voilà, nous aurons là les chiffres définitifs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le débat d'orientation budgétaire? C'est un débat, donc il n'y a pas de vote, hein, c'est la tradition, c'est sûr. Le budget primitif, merci encore Anselme Massari, et de me souvenir de quelques journées du mois d'août où nous avons dû supprimer bien des lignes. Voilà. Parce qu'en fait, au printemps, on rêve, alors on fait des budgets 4 fois supérieurs à la réalité, et ensuite il y a quelques servères dont nous sommes qui doivent sacrifier. Pour moi-même, puisque notre ami Alain Tafourou est excusé, prochaine délibération, c'est sur un avenant
un marché de mise à disposition, pose et entretien de maintenance de mobilier publicitaire. De quoi s'agit-il? Vous savez qu'à Montpellier, Trois-Rodes, Moustier et Centre-Ville, nous avons ce qu'on appelle des panneaux lumineux. En fait, ces panneaux lumineux sont arrivés presque en fin de vie, car leur maintenance et le logiciel informatique. Alors je rappelle qu'ils ne coûtent rien à la commune. C'est dans le cadre d'un contrat avec un concessionnaire qui est une agence qui vend de l'espace publicitaire, qui en contrepartie d'espaces qui sont installés sur la commune, où elle vend de l'espace publicitaire, met à la disposition gracieusement de la commune 3 panneaux lumineux. Il s'agit de les changer, donc c'est un avenant au marché, avec, vous verrez, des panneaux qui vont être encore un peu plus spectaculaires, encore plus lisibles et visibles. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est quand même assez lu par nos concitoyens, parce que je vois ici quelques représentants d'associations non des moindres. Eh bien, on dit toujours, j'espère que vous ne m'oublierez pas sur le panneau lumineux. Donc l'idée, c'est de renouveler ce parc de panneaux lumineux avec un allongement du contrat pour la société qui s'appelle VYP, et aussi de créer 3 nouveaux panneaux 4x3 sur le parc d'activité sur 2 axes. Voilà, c'est la contrepartie. Et je rappelle aussi qu'il y a toute une série de panneaux qui sont mis à disposition gracieusement de la commune. Vous voyez peut-être, c'est dans le parc d'activité. Vous savez, c'est ces grandes, ce qu'on appelle ces sucettes type Deco qui font 120 par 80, ou je dirais les grands événements de la vie culturelle, ou sportive, ou associative. Voilà, Eric, quelquefois de panneaux d'affichage gracieux. Voilà l'objet de l'autorisation que vous m'accorderiez à signer cet avenant. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Bon, même est-ce que je vais faire l'ambassadeur de M. Tafouron sur un avenant là aussi à un marché. Donc nous avons en juillet 2013 attribué à ce qu'on appelle un groupement solidaire, une entreprise qui était TP de l'Abri et Viam, VRD, un marché d'un an reconductible 3 fois. Malheureusement, cette entreprise a connu des déboires, des déboires économiques, et elle a fait l'objet d'un dépôt de bilan et d'un redressement judiciaire, et elle a été reprise par une société qui s'appelle VRD de l'Abri, et qui a elle-même contracté avec le deuxième contractant de ce mandat dont je vous avais parlé, c'est-à-dire Viam. Et l'objet de cet avenant, eh bien, c'est, puisqu'ils ont racheté cette société, c'est de reprendre le marché pour la réfection des trottoirs et de la voirie. Voilà l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, donc je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Et je donne maintenant la parole à Madame Feleka pour un soutien au BAFA. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une jeune de Volpénil qui sollicite la municipalité pour une prise en charge en partie du coût de la formation du BAFA. Et considérant qu'on l'accueillerait en stage pratique sans être rémunéré et en vue aussi de favoriser son projet professionnel, je vous demanderai en fait de bien vouloir accéder à sa demande à hauteur de 300 € par la commune. C'est toujours un plaisir d'accéder à votre demande, chère Madame Feleka. Est-ce qu'il y a des questions concernant donc cette politique que Charlène nous propose maintenant depuis quelques mois? Je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Merci pour Elze, c'est-à-dire la bénéficiaire et l'élu qui porte ce dossier. Délibération numéro 8, qui est celle, j'avais eu l'occasion de l'évoquer dans un précédent conseil municipal. Nous avons un généreux donateur qui chaque année nous accorde un peu d'argent. Je rappelle qu'en 2015, il nous avait donné 10 000 €, il s'agit de M. Philippe Borel, et que cette année encore, il a donc fait un don de 5 000 € à la commune, c'est beaucoup d'argent. Et avec une règle dans le dialogue que nous avons avec lui, c'est que cet argent soit consacré aux écoles. Donc c'est ce que nous avons fait l'année dernière à Romain-Roland. Les 10 000 € avaient servi en particulier à rénover la tisanerie. Et cette année, donc, nous vous proposons il faut délibérer pour accepter ce don, mais aussi pour le consacrer à des travaux de rénovation à Gaston-Dumont. Voilà. Y a-t-il des questions concernant cette excellente nouvelle?
Si parmi vous certains gagnent au loto, sachez que nous sommes ravis de les mettre à l'honneur et de les faire passer à la télé. Hein. Donc, voilà. Madame Moreau ne dit rien, mais peut-être que c'est un bingo dans l'air. Alors, je mets aux voix, y a-t-il des voix contre, des abstentions? Merci pour la commune et pour l'école. Est-ce que c'est au moins, M. Manmassaré, sur la vente de la maison d'habitation féminine? Bon, je peux en parler. On l'avait déjà évoqué ici même en conseil municipal en octobre 2015. Il s'agissait en fait de mettre en vente une maison qui était celle, on va dire la maison de fonction de notre ancien directeur général des services, ses successeurs ne souhaitant pas en bénéficier, parce qu'elle avait déjà par ailleurs une jolie maison ailleurs. Donc, et au regard, je dirais, des charges qui pèsent sur la commune, mais surtout des travaux qu'il aurait fallu consentir si nous avions gardé cet actif pour le louer, non pas pour le vendre, parce que dans ce cas on est en vente, nous avions décidé à l'époque de mettre en vente cette maison de la rue des Guinottes, et nous avions, comme c'est la règle, donc réuni une commission spécialisée, fait de la publicité dans Reflet, a posé un panneau, et en tout cas les candidats avaient une règle, enfin en tout cas une condition, c'est de déposer une offre le 29 janvier. Et donc la commission HA, le service urbanisme, donc à l'unanimité, le 1er février, ont ouvert les plis et retenu la meilleure offre, qui se situe à 210 000 €, on a inscrit tout à l'heure au budget, et qui correspond pour une fois un peu en deçà de l'évaluation des domaines, hein, qui était à 230 et on est à 210, donc 10% en dessous, je dirais, de sa valeur, en tout cas estimée par l'État. On a quand même pris la tâche de quelques professionnels qui, en gros, et pour ceux qui ont pu la visiter, nous ont dit que c'était finalement le vrai prix, parce que vraiment il y a d'énormes travaux. Enfin, s'il avait fallu la remettre à un niveau, il y avait un travaux. Donc, l'objet de la délibération, c'est définitivement de céder cette maison, donc pour un montant de 210 000 € pour un enfant de Volpénil, je voulais préciser. Donc c'est une personne de Volpénil, M. Cazalet, fils, qui achèterait cette maison. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Protola, vous avez la parole. Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Nous, en ce qui nous concerne, nous abstenons. On considère que normalement on aurait dû laisser ça au pied des domaines. 20 000 €, c'est assez important pour le budget communal actuellement. Donc pour cela, nous nous abstiendrons sur 210 000 €, pardon. C'est insuffisant, ce qui nous concerne. Je comprends, nous avons nous-mêmes eu, nous sommes longuement posé la question, très longuement, et en conscience, et après, parce que je sais que vous avez visité la maison et je vous enseignerai, parce que ça vous permet de vous forger une opinion. On a vérifié auprès des domaines. Je rappelle que 9 fois sur 10, c'est l'inverse qui se passe. Voilà. Mais là, vous étiez pour. Mais c'est une fois de boutade, aimable. Mais, et je rappelle surtout que, pour vous dire la difficulté de la vente, c'est que je pense que peut-être nous aurions reconsidéré notre position si nous avions eu plus d'offres. Il n'y en a eu que 2. Et je ne citerai pas l'autre personne, bon, l'heureux gagnant, je peux le citer parce que de toute façon, voilà, c'est une délibération publique. L'autre famille de Volpénil avait proposé moins de 190 000 €. Voilà. Et souvent, les gens venaient avec des professionnels du bâtiment pour demander conseil. Enfin, vous avez visité comme moi la maison. Elle a une valeur, c'est qu'elle a un beau jardin de 700 m². Mais je pense que les travaux, au bas mot, entre 150 et 200 000 €, si vous voulez remettre cette maison, je dirais, en bon état. Voilà. Et je ne crois pas exagérer en disant cela quand je vois les prix sur d'autres réhabilitations. Donc pour notre part, j'entends, moi je soutiens que nous devons la vendre, et je voudrais juste rappeler combien elle nous coûte chaque année en charge de fonctionnement. Je crois qu'on est à, on avait le chiffre de 1 000 € par mois. C'est-à-dire que si on confond l'ensemble des flux de la fiscalité et l'entretien courant, voilà. Donc on s'est dit qu'il était, je dirais que on les a déjà amortis, quoi, les 20 000, si je peux me permettre, si on avait entendu, on s'est beaucoup posé des questions. Je dirais qu'il est urgent de vendre parce que nous ne pourrons pas entretenir cette maison, plus encore qu'on est à près de 1 000 € par mois d'entretien. Je mets donc en voie la délibération. Y a-t-il des voix contre,
des abstentions, donc 1, 2, 3, 4, 5, en fait 5 abstentions adoptées. Je vous remercie. Je donne la parole à M. Malmassari sur une mise à disposition de personnel à la passerelle. Oui, nous avons mis à disposition un employé communal pour assurer le bon fonctionnement de l'association, moyennant remboursement des rémunérations et charges sociales. Donc, son temps sera de 10%, donc 10% de son temps, il sera remboursé, la passerelle lui remboursera 10% de son salaire. Sur une travail hebdomadaire, donc 3h39 par semaine. Mise à disposition à compter du 1er avril 2016. Merci. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. C'est adopté. Je vous remercie. Monsieur Malmassari, toujours pour une rémunération accessoire. Oui, une rémunération accessoire, aide scolaire, qu'on appelle ABS, principalement pour la pause méridienne de la restauration, où on a deux, trois gamins un petit peu difficiles, donc on a décidé de mettre une ABS rémunérée à 150% du SMIC des 58 vacations de 2 heures. Y a-t-il des questions concernant donc cette décision importante, parce que sous cette appellation un peu technique, il s'agit de venir soutenir nos services avec des enfants, je le dis ici, il y a un nombre un peu croissant d'enfants qui posent problème, je dirais, tant pour les enseignants qui ont des difficultés, donc on est en train de rencontrer les parents pour vous dire, mais aussi pour les accueils périscolaires. Voilà. Donc on est en discussion avec les directeurs et les enseignants pour essayer de convaincre les parents, parce qu'on a toujours du mal à entendre, j'en sais quelque chose, que votre enfant peut poser problème. Donc voilà, mais il faut qu'on affronte cela. Donc d'abord, sur les pauses méridiennes, en consentant l'effort, même si la masse salariale baissera en 2016, en consentant un effort pour s'occuper de 3-4 gamins qui posent problème, pour dire des choses violentes, qui perturbent l'équilibre général. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je redonne la parole pour une délibération importante à M. Malmassari sur le temps de travail des agents de la VIVA. Oui, donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de rapports de la Chambre régionale des comptes qui s'interrogeaient sur la durée du temps de travail dans les collectivités. Il y a eu beaucoup d'articles parus dans la Gazette. Et donc, il faut savoir que le temps minimum légal est de 1607 heures par an. Donc, comment sont calculées les 1607 heures? Si on est parti de 365 jours, sur lesquels on enlève 104 jours, le samedi, dimanche, c'est-à-dire 52 semaines. Les congés annuels, 25 jours. Les jours fériés, d'une moyenne de 8, qui fait un total de 137 jours. Donc, quand on enlève 365 jours au moins 137 jours, on a 228 jours de travail. Et donc, si vous avez 228 multiplié par 7, on arrive à 1596 heures, arrondi à 1600, auquel on a rajouté la journée de solidarité, 7 heures, ça fait 1607 heures. Donc, la spécificité à Volpénite, c'est que nous étions au-delà des 25 jours de congé, cela date de nombreuses années, puisque nous sommes à 33 jours de congé annuel. Donc, ce qui fait, c'est que le temps de travail, effectivement, à Volpénite, ne correspondait pas à 1607 heures. Alors, ce que nous avons fait, nous avons proposé, nous avons réuni d'abord le CTP, le comité technique paritaire, ainsi que le CODIR, et nous avons proposé 2 solutions. Ou c'était la perte des 8 jours de congé. Dans ces cas-là, on reste sur une durée hebdomadaire de 35 heures, ce qui fait que les 1607 heures sont effectuées. Ou alors, on conserve les 8 jours de congé. Donc, dans ces cas-là, c'est plus de 228 jours par an, c'est 220 jours. Quand on refait le calcul à l'envers, ça nous donne 7h30 par jour, et ce qui fait une moyenne globale hebdomadaire de 36h30. Donc le choix c'était, vous conservez vos 8 jours de congé et vous passez à 36h30 par semaine, et vous faites vos 1607 heures, ou alors on supprime les 8 jours de congé, vous restez à 35 heures et vous faites les 1607 heures. Donc on a laissé ce choix. Donc d'abord, on a réuni d'abord le comité technique sur lequel on a discuté, donc ils se sont renseignés auprès du personnel. Après, nous avons rencontré le CODIR, on en a discuté, et ça a été assez unanime. La solution préférée était évidemment de conserver les 8 jours de congé et de passer en semaine hebdomadaire à 36h50.
Donc, quelle est la conséquence de ces 36h50? Auparavant, le personnel, au moment du passage aux 35 heures, le personnel faisait 39 heures. Donc, ils pouvaient, au moment du passage à 35 heures, ils avaient la possibilité d'aller jusqu'à 22 jours de RTT. Ce n'était pas une obligation, c'était suivant le temps de travail qu'ils avaient entre 35 et 39 heures. Donc, effectivement, du fait qu'on soit passé à une semaine de 36h30, automatiquement, aujourd'hui, le nombre maximum de RTT autorisés sera de 14 au lieu de 22. Donc les journées de RTT, c'est bien sûr suivant la nécessité de service. Hein. C'est pas un acquis, puisque en fin de compte, c'est une horaire variable. Donc nous en avons aussi profité donc, pour redéfinir un petit peu les différents types de fonctionnement de la mairie, à savoir les horaires variables. Donc les horaires variables, ce sont essentiellement les services administratifs hors personnel encadrant, qui eux ont une latitude plus souple au niveau des horaires. Donc l'amplitude des heures de travail est de 8h à 17h30, avec une pause méridienne de 45 minutes obligatoire, et une plage fixe qui est comprise entre 9h, 11h30, 14h et 16h. Donc la génération des RTT se fera dans le cadre de la nécessité de service, avec un plafond, donc, comme je l'ai dit, de 14 RTT par an, et de 2 RTT maximum par mois. Donc si les 2 RTT ne sont pas pris dans le mois, il y a un écrétage de 15 heures, donc ce sont des heures perdues. Donc il y a l'obligation de prendre les 2 RTT par mois. Nous avons d'autres appellent des horaires fixes. Donc les horaires fixes, il y a deux manières, avec ou sans cycle de travail. Donc principalement les services accueil, où les horaires de travail sont donc de 8h25, 12h04, 13h25, 17h04, une ouverture au public de 8h, 12h, 13h30, 17h. Bien entendu, si effectivement il y a un dépassement à 17h, si l'administré arrive à 16h55, le temps au-delà de 17h, effectivement, sera validé, bien sûr, par le chef de service. Donc il y aura une note où on dit, voilà, j'ai passé un quart d'heure, parce que j'avais une administrée qui est restée, donc le temps sera validé par le chef de service. Et donc nous avons aussi des cycles de travail. Alors ça, c'est principalement au niveau des services techniques. Ils ont des cycles par semaine, souvent l'été ou l'hiver. Alors ça concerne le bâtiment, les espaces verts. Donc ils ont des semaines, je ne sais plus, à 39 ou 40 heures et des semaines à 33 heures. Suivant les cycles, mais le total étant à la fin de l'année, ils ont 1607 heures à faire. Donc eux, c'est des horaires fixes, donc ils ne génèrent pas de RTT. Et nous avons aussi annualisé certains postes de travail, donc principalement les services culturels, les services animation, fêtes et cérémonies. Donc, quand je dis annualisé, ça concerne tous les jours ouvrés, du lundi, samedi. Sauf évidemment tout ce qui est au-delà de 22 heures, principalement pour le service culturel, ce sont des heures supplémentaires, et les heures le dimanche, qui est jour férié, c'est évidemment des heures supplémentaires. Bien sûr que le temps annualisé doit aussi faire l'objet d'un planning prévisionnel. On n'a pas annualisé comme ça. Chaque chef de service doit présenter un planning prévisionnel de l'annualisation de son temps de travail. Voilà ce que je peux dire pour la réforme du temps de travail. Et il faut savoir que c'est très théorique le calcul qui a été fait, mais c'est un gain ça équivaut à 10 ETP. Si je ramène le gain horaire fait avec 1607 heures, je multiplie par le nombre d'administrés, nous sommes à 10 ETP. C'est très théorique, hein, bien sûr, comme calcul. C'est très très théorique, mais c'est assez conséquent. Merci, monsieur Matassar. Y a-t-il des questions concernant cette délibération, des remarques? Moi, monsieur le maire, j'ai une intervention à faire, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, au nom du groupe Volpénil Citoyen Humain et Solidaire, je voudrais réagir sur cette délibération qui nous interpelle sur plusieurs points. Premièrement, pourquoi cette délibération? De deux choses l'une, soit il s'agit de se mettre en conformité avec la loi, et dans ce cas, il est inutile de procéder à un vote, soit il s'agit d'anticiper une éventuelle demande de conformité avec la loi. Pourquoi devrait-on se prononcer aujourd'hui pour un nouveau cycle de travail pour les agents de la collectivité? Y a-t-il eu une injonction de la part de la préfecture pour rappeler Volpénil à l'ordre? Pourquoi anticiper une éventuelle demande? Quel risque prend-on d'attendre et de maintenir le statu quo?
Deuxièmement, je ne reviendrai pas sur le décompte qui a été fait pour arriver aux 228 jours travaillés plus la journée dite de solidarité. Mais prenons par exemple l'année actuelle 2016, déjà le bissextile. Donc on rajoute une journée, le 29 février. De plus, le 1er mai, le 8 mai et le 25 décembre sont des dimanches. On passe donc de 228 jours travaillés à 232. Devra-t-on tous les ans voter le temps de travail des agents au regard du calendrier? Je voudrais maintenant faire un peu de politique fiction. Imaginons qu'une commune, Volpenil ou une toute autre commune, vote unanimement contre une telle demande, à savoir augmenter le temps de travail des agents communaux. Qu'arrivera-t-il? Le préfet annulera-t-il ce vote? Nous le répétons, nous ne comprenons pas cette demande de vote. C'est un vote faussé d'emblée, car en réalité, si c'est pour respecter la loi, voter pour ou contre, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet, car le préfet, tôt ou tard, fera appliquer la loi. C'est pourquoi notre groupe, pas dupe, ne prendra pas part au vote. Merci. Monsieur Pretola. Nous, en ce qui nous concerne, on trouve que c'est une bonne rectification des choses. Ça va dans le bon sens. Ça donnera des possibilités nettement supérieures à Madame la directrice générale des services pour pouvoir mieux organiser, si c'est besoin, le temps de travail des employés. Nous, ça nous convient. Merci. Alors, Monsieur Mamassari, après, j'ai pas bien compris la demande. C'est un vote contre le fait de faire une délibération, mais dans le fond, vous êtes pour ou contre cette réforme du temps de travail? On ne comprend pas pourquoi il faut que ce soit passé en délibération, ça a été vu avec le personnel, c'est la loi. On vous fait appliquer la loi, que cette loi, vous l'appliquez. Pourquoi doit-on forcément voter par délibération? car c'est la loi. Mais c'est pas là ma question. Vous êtes pour ou contre la réforme du temps de travail? En dehors du fait qu'il faille délibérer ou pas. Vous êtes pour ou contre faire 1607 heures? On n'est pas contre les 1607 heures. D'accord. On n'est pas contre, mais est-ce qu'il fallait anticiper? C'est bien pour ça que nous ne participons pas au vote. Je vous rappelle, le fait de ne pas participer au vote, si tout le monde vote pour, vous êtes majoritaire à 100%. Unanime même, j'irai encore plus. Voilà. Vous voyez, on s'est pas abstenu. Je vous renvoie. Non, mais je suis heureux de découvrir votre position en conseil municipal. Je rappelle que lorsqu'on modifie le temps de travail, on doit délibérer. Voilà. Ce sont les textes qui le précisent, parce que ça touche au règlement, à des réunions. Donc, quand vous modifiez, même à la marge, le temps de travail ou l'organisation du travail ou du temps de travail, je vous renvoie au texte, vous devez délibérer. Il y a un deuxième élément. Cette ville, et en tout cas l'équipe que j'ai l'honneur d'animer, contrairement à d'autres, se veut transparente. Voilà. Il n'y a rien à cacher. Tout doit être assumé. Et c'est à l'honneur du service public et de ses agents, avec qui on a discuté, Et bien sûr que certains se sont dit, il faut travailler un petit peu plus. Non, c'est juste qu'il y a un moment, il y avait eu, on peut dire, un acquis, et ensuite, il y a la loi qui s'impose à tous. Et quand la loi, il faut l'appliquer, il faut délibérer. Et plutôt que de le faire, j'ai pas dit que vous avez dit ça, ou en catimini, ou... Non, on assume. Et il faut que les pénibouxtois soient fiers des agents municipaux, fiers de savoir qu'à la quasi-unanimité, ils ont dit, pas de souci, on comprend. Pas de souci, on comprend. Voilà, les temps sont durs pour tous nos concitoyens. Nous, on a l'avantage d'une forme de sécurité de l'emploi, avec souvent des petits salaires. On a demandé un effort à nos collaborateurs, et ça va générer de surcroît des économies pour la commune. Voilà. Ils ont accepté de sacrifier des temps de récupération du temps de travail. Et oui, je le redis, et moi je vote, il fallait délibérer. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Fournier. Merci, Monsieur le maire. Si je prends le service que je connais un peu au niveau de la petite enfance, le fait de travailler
36h30 par semaine, apporte de la souplesse, notamment sur le temps de la pause méridienne pour surveiller les enfants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand ils sont passés à 35 heures, il a fallu rétrécir les temps de travail, donc sur la journée entre autres. Et le fait de repasser à 36 heures, ça leur permet d'avoir beaucoup plus de souplesse sur la pause méridienne, donc d'assurer un meilleur service. C'est le cas aussi pour la restauration. C'est le cas aussi, je pense, en termes de conditions de travail, sur l'annualisation qui a rendu possible désormais, c'est ce qu'on a proposé à nos collaborateurs, sur certains services qui désormais peuvent gérer leur temps avec des pics d'activité à certains moments qui correspondent d'abord à la réalité. Je pense au spectacle, je pense à la culture, donc c'est un plus. Je pense à l'animation, je pense au sport, je pense à fêtes et cérémonies, voilà. Et je pense même à la manière dont on réorganise en fait, je dirais même les accueils, voilà. Il y a une très grande maturité chez nos collaborateurs, très très grande maturité. Et voilà, et je le dis ici, il ne faut pas être dogmatique en la matière. Voilà. Il faut être républicain, voilà, et appliquer ce que disent les règles, les règlements et les délibérations qui s'imposent à nous. Je mets donc aux voix ce projet de délibération. Y a-t-il des voix contre? Donc j'ai retenu qu'il y avait 2 non-participations au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Il nous appartient, on avait évoqué ça lors d'un dernier conseil municipal, après quelques mouvements autour de Pierre Carassus, le nouveau président du comité de jumelage, il nous appartient aujourd'hui de désigner une dernière personnalité dite extérieure qui est nommée par le conseil municipal, en rappelant que depuis le dernier conseil municipal, notre collègue Odile Jeannot représente escalité la ville comme déléguée au jumelage. Je n'avais pas fait encore ce soir. Donc ce soir, il vous est proposé en fait de nommer Madame Pélagie Béassure pour rejoindre le comité de jumelage. Pour mémoire, je rappelle que le comité de jumelage comporte Madame Jeannot comme représentante de la ville. Son président d'honneur est notre ami Michel Gard. Il compte Madame Lézard, Madame Béassure si vous lui accordez sa confiance, Madame Massari, Madame Chevillier, Monsieur Carassus, Madame Magnifico, Madame Assette et notre collègue Madame Baranès. Voilà. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons terminer avec l'ordre du jour. Quelques remerciements. Le premier que je voudrais adresser, parce qu'il n'est pas au courant, c'est à notre ami Michel Gard. Voilà. Ouais. Monsieur Gard, grâce à vous, nous allons économiser, si, comme dirait l'autre, la République nous prête vie jusqu'en 2020, 16, 17, 18, 19, 20. Vous êtes un élu qui va rapporter, grâce à son action, plus de 50 000 € à la commune. Je m'en explique. Vous savez que Michel nous représente, les vice-présidents et non des moindres au SDESM, voilà, qui est le syndicat d'électrification à l'échelle de toute la Seine-et-Marne. Il travaille aux côtés de notre ami Thierry Brou, aussi le poids qui pèse. Et au moment des économies, vous savez que la commune cotisait, comme membre de ce syndicat, à hauteur d'environ 14 000 €. C'est bien ça, hein, monsieur le vice-président. On a expliqué à Michel que voilà, le temps des économies était arrivé et qu'il fallait qu'il négocie pour nous. Faute de quoi, il ne viendrait plus au conseil municipal. Donc, mais au-delà de la votation. Et je voudrais vraiment remercier Michel qui a entendu les demandes d'Anselme Massari, de Mme Moreau et de moi-même, et d'avoir su négocier en notre nom. Voilà, donc je dirais, voilà, je dirais qu'au nom du conseil municipal, monsieur Gard, merci d'avoir permis, puisque dès cette année, notre cotisation passera de 14 à 4 000 € et avec la même qualité de service de ce grand syndicat. Donc merci beaucoup, Michel. Je voudrais remercier aussi Initiative Malin-Val de Seine. Il faut aussi dire des bonnes choses quand Malin-Val de Seine soutient de belles actions, puisqu'elle a accordé un prêt d'honneur à 10 000 € à une jeune commerçante qui vient de s'implanter, qui vient de reprendre un magasin de fleurs à Volpénil, puisque vous savez que Mlle Amandine Roman reprend le commerce Histoire de Pétale, qui est rue Carouge. Saluer l'arrivée de Mme Sophiati. Pour les Bénivauxois, on sait qui elle est, combien elle a compté, qui est désormais, sur proposition du comité de parrainage,
rejoindra donc le centre communal d'action sociale. Et puis ensuite, nous avons reçu un courrier très émouvant de Lucien Ramassamy, qui habite Fontaine-Saint-Marc, et qui remercie la ville pour l'avoir accueilli et réalisé son stage. Et c'est touchant parce qu'il dit car sans ce dernier, parlant du stage, il m'aurait été impossible de me présenter aux examens du bac. Voilà, donc je remercie le service général d'avoir accueilli Lucien, en plus c'est un merveilleux prénom, et ainsi qui a pu se présenter à l'examen. Alors, comme cette tradition, quelques questions diverses, quelques informations. Madame Yek, qui est excusée exceptionnellement, devait intervenir sur les commémorations, elle le fera lors d'un prochain conseil municipal. Je voudrais indiquer que suite à la pétition qui nous a été remise pour ceux qui étaient là la dernière fois concernant les transports en commun et les perturbations de traversée de centre-ville par les bus qui voyagent à vide et qui roulent par la rue du Boulet. Donc nous avons commencé les discussions et donc j'organise une réunion le 26 mars en mairie à 11h où nous recevrons l'ensemble des pétitionnaires, c'est mon expression consacrée, pour dialoguer avec eux et voir les solutions qui peuvent être apportées. Donc droit de suite et le devoir de suite que nous devons à ceux qui viennent ici et qui peuvent s'interroger. Ensuite, Madame Moreau, un mot sur peut-être, après 2 gorgées d'eau, nous parler du lancement des travaux de la rue des Rechèvres. Oui. Tenez. C'est bon. Oui. Oui, effectivement, je peux vous donner quelques petites indications. Donc, pour ceux qui prennent la rue des Rechèvres, donc vous avez pu constater qu'effectivement les travaux ont commencé. Et ça fait des fois un petit pincement d'ailleurs pour les anciens de Volpénil de voir que la maison de Monsieur et Madame Mathus n'est plus là, n'existe plus, elle a été détruite bien sûr. Les travaux vont commencer, il y aura certainement des nuisances quand même dans le secteur. Les personnes qui habitent dans le secteur ont reçu un petit papier d'information par celui qui a commencé les travaux. Ce que je sais aussi, et j'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises, puisque j'ai rencontré à Lieusaint, au logement francilien, la personne qui est responsable de ces travaux et qui m'a garanti que ça avait pris un peu de retard pour démarrer, mais que les logements seront normalement disponibles en septembre 2017. Parfait. Je rappelle que sur les nuisances, il y a un groupe de travail qui est constitué et coprésidé par Ginette Moreau et M. Reyes. Voilà, on a vu un certain nombre d'habitants dans le coin qui s'étaient émus. Pardon. Juste le titre, pardon. Avec qui on a pris un certain nombre de décisions, je ne rentre pas dans le détail, et nous veillerons quasi de manière hebdomadaire, en tout cas les services techniques, à ce que la charte que nous avons établie avec le bailleur soit bien respectée, et de rappeler ensuite qu'à la faveur de ce chantier de 29 logements, nous ferons quelques aménagements pour casser la vitesse rue des Rechèvres, en tout cas déjà à l'endroit où se situait, et une petite pensée émue pour M. et Mme Mathus, qui étaient de nos amis. M. Mathus qui venait souvent au conseil municipal quand on se réunissait en mairie principale. Honnêteté oblige de dire aussi, on l'avait évoqué ici, j'avais interpellé notre collègue M. Pratola et Catherine Fournier avait bien expliqué lors d'un dernier conseil municipal notre témoin concernant la position du département sur sa politique petite enfance. Nous avons été très courtoisement reçus par le président du département avec la directrice générale. Et la bonne nouvelle, parce que pour moi ça en reste une, passer de 100 à rien, mais moins 10%, moi je peux l'entendre, je le dis ici, je le regrette, mais en tout cas, voilà, le département, je pense, a entendu ce qu'était la position des élus communaux, et donc en fait, le Conseil général continuera à soutenir la petite enfance, mais en baissant ses subventions de 10%. Comme il nous arrive de faire la même chose, je ne donne pas de leçon, j'espère surtout que, comme nous l'avons dit ici, nous pourrons un jour, là aussi, retrouver une capacité à accompagner et soutenir des politiques qui sont utiles, voire vitales. Et dernier point, j'ai demandé à Madame Julie de nous dire quand même quelques mots, parce qu'elle a mené de bonnes négociations, je voudrais la féliciter, sur le parc d'activité. Vous avez la parole, Madame Aberkan-Jordani. Oui, la communauté d'agglomération a pris la décision de passer à la phase 2 de la requalification de la zone industrielle. Elle a décidé d'engager 500 000 €
pour la réfection de la voirie, dont 100 000 € dès cette année, donc c'est déjà inscrit au budget. Et je tenais à remercier donc la communauté et monsieur le maire pour avoir entrepris ces négociations pour les entreprises et pour les 6 000 salariés qui y travaillent. Voilà, merci monsieur le maire. Merci Madame Joubani. Et vous avez déjà mené une réunion technique avec les industriels de l'ASIV que vous avez rencontrés, je crois, dès la semaine dernière, pour passer dans la phase concrète de cette requalification. Nous en avons terminé. Y a-t-il d'autres questions diverses au sein du conseil municipal? Je vous en prie, chers collègues. Oui, je voulais poser une question par rapport à la maison médicale. Est-ce qu'il y a un projet de maison médicale à Volpeny? Il y en a eu un, chers collègues, à un moment qui malheureusement a échoué. On en avait parlé ici. Elle devait, vous savez, s'installer face à l'école Gaston Dumont, vous savez, sur le triangle de verdure. On avait bien avancé dans des discussions avec les deux jeunes kinés à qui on loue aujourd'hui, vous savez, la maison qui est à l'entrée du château des Dauphins, qui sont là installés, et qui avait bien avancé, mais c'était un investissement lourd de mémoire de 700 000 €, je crois, madame, 750. Et au dernier moment, la banque, il y a eu deux phénomènes. La banque n'a pas suivi parce que aussi, il n'avait pas réussi à réunir suffisamment à la fois de médecins généralistes, mais aussi spécialistes, pour pouvoir en fait amortir cet investissement. Donc ce projet a échoué provisoirement, puisque en fait on les bichonne un peu, c'est un peu éparse. Et je dirais que derrière votre question, je veux surtout voir, et l'un des grands défis, si je peux me permettre, madame, c'est peut-être moins la maison médicalisée, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque vous savez qu'après on se voit encore un petit peu pour travailler entre élus, et par mon centre public, mais sur un projet important sur la commune, donc vous ne nous en voudrez pas. Exceptionnellement ce soir, vous partirez sans nous. Mais la vraie question, madame, madame Aberkan-Joudani anime un groupe de travail de l'ensemble des professions médicales, alors qui ne s'est pas réuni depuis 6 mois, mais qui se réunit assez régulièrement. Le véritable défi pour nous dans la commune, c'est, certes, quelques spécialités font défaut. J'en citerai qu'une, par exemple la gynécologie. Bon, à la fois, il y a un nouvel équipement sanitaire qui va sortir de terre et sur lequel voilà, on a l'espoir d'attirer, je dirais, de nouveaux médecins. C'est le remplacement de généralistes qui vont partir à la retraite. Voilà. Et puis un deuxième phénomène, c'est aussi parce qu'on est ainsi d'indécrottables conservateurs en France, et à Volpeny comme ailleurs, c'est d'accepter aussi le remplaçant de son ancien médecin. Vous voyez à quoi je fais référence? Quelquefois on a connu monsieur ou madame pendant 25 ou 30 ans, il est remplacé, puis quelquefois nos concitoyens ont du mal à... Voilà, donc le vrai sujet, elle est là, madame. C'est d'abord, et on sait, je ne veux pas citer ici médecins, mais j'en ai au moins 2 ou 3 à l'esprit, qui dans les 4 ou 5 années qui viennent, vont partir à la retraite. Et pour tout vous dire, on en parle avec eux de manière ou formelle ou informelle. Mais de maison médicalisée proprement dite, non. Mais je dirais qu'on a d'autres projets qui peut-être vont permettre d'attirer d'autres professions médicales et peut-être faire, je dirais par effet ou conséquences collatérales, attirer d'autres métiers, enfin d'autres métiers médicaux et paramédicaux. Et ce projet-là, je vous en prie, madame. Je voudrais juste ajouter que les 2 kinés qui étaient porteurs de ce projet, nous les avons rencontrés avant-hier, et ils sont encore toujours partants pour le projet de créer un cabinet médical avec d'autres professionnels de santé à d'autres endroits. Donc ils cherchent les financements et surtout un médecin généraliste qui serait l'élément phare en tout cas de ce cabinet. Voilà. Donc c'est pas abandonné pour autant. Merci. Il y a 9 tableaux aussi, oui. Ouais, ça c'est sûr, surtout pour moi. Donc voilà, madame, je n'ai pas abandonné, mais je pense qu'ils seront d'autant plus armés pour aller voir un banquier qu'ils auront eu quelques années d'activité aussi. On sait ce que sont les professions libérales. Il faut emprunter sur 20 000 €, on vous demande un premier bilan. 2, c'est mieux. 3, ça commence à devenir sérieux. Y a-t-il d'autres... Bon, eh bien écoutez, la séance